C'était un grand plaisir. Et sans tarder, je passe la parole à notre maître, à notre ami, professeur Selm Abdeslam. Il va aborder une question très très intéressante qui tourne autour de l'hypertension artérielle et il va nous détailler essentiellement cette hypertension artérielle diastolique. Qu'est-ce qu'il faut retenir en général concernant cette forme particulière d'hypertension artérielle? À vous la parole, Dr Selm Abdeslam. Merci beaucoup, Si Badreddine. À mon tour, je remercie l'AMCV pour son invitation et surtout d'être parmi vous, Thabid, Sikamoun et vous-même. Alors, je vais présenter la chose en apnée parce que je sais quand même que les gens ont assez jeûné et ils ont retenu quand même leur estomac pendant 2 heures, voire plus, pour suivre ce webinaire. Et donc, je vais essayer de dire l'essentiel sur l'hypertension artérielle diastolique, mais essentiellement isolée. Alors, il faudra dire que l'hypertension a commencé par une histoire de diastole essentiellement. Parce que quand on voit toutes les études, Emerfit, Framingham, Western Electric, les People Gas, il a été toujours démontré que la pression diastolique était un élément de pronostic sur la mortalité, sur les événements coronaires. Et vous voyez qu'à chaque fois que la pression diastolique grimpait, eh ben, le risque cardiovasculaire grimpait. Alors, et il faudra dire que historiquement, nous avons beaucoup d'amis, de collègues et de maîtres qui, au jour d'aujourd'hui, n'arrêtent pas de dire que la pression diastolique, c'est la chose la plus importante à garder en esprit quant au risque cardiovasculaire. Et c'est peut-être pas la diastolique qu'il faudra considérer. Et je comprends que c'est essentiellement la génération qui a fait des études de médecine d'avant 85. Eh ben, cette génération a assisté aux recommandations, les premières recommandations sur l'hypertension. C'était le GNC1 en 1977, le GNC2 en 1980. Et cette recommandation était purement diastolique. La définition de l'hypertension était plus de 105 mm de mercure et il y avait aucun cut-off sur la diastolique durant cette période. Donc, c'est ce qu'on avait retenu des 2 premières études chez les vétérans, chez les Américains, que la diastolique était l'élément déterminant pour le pronostic. Les gens qui ont fait des études de médecine après, eh ben, ils ont vu quand même que la pression systolique est apparue avec un cut-off de 160 mm de mercure. Nos amis américains, ils ont baissé le cut-off à partir du GNC5 à 140 et la diastolique à 90 mm de mercure. Et les Européens ont commencé leur première recommandation en 2003 et c'est avec 160 qui rentrent dans la course et 100 mm de mercure pour la diastolique. Donc cela dit que la diastolique était historiquement l'élément majeur, mais et on se pose la question pourquoi cette diastolique est de plus en plus en fait un tout petit peu marginalisée ces derniers temps. On va essayer d'expliquer ça et de revisiter ça. Alors, pour animer le topo, je vais commencer par un petit cas clinique. Le patient que j'ai eu ces jours-ci, c'est pas sa vraie photo, donc il n'y a pas de violation justement du secret médical. C'est Mohamed Ali, 34 ans, un homme d'affaires, sédentaire, tabagique très occasionnel. Il a une bonne taille, un BMI à 31 kg par mètre carré de surface corporelle, des signes neurosensoriels d'hypertension, il est essoufflé au moindre effort. Il vient pour une tension qu'il a prise avec le tensiomètre de sa mère à 130/90, 135-100 mm de mercure, avec une fréquence cardiaque élevée au repos. Il n'a pas de SAS et il aurait fait une polygraphie qui montre un index d'apnée-hypopnée à 7 par heure. Sa tension artérielle au cabinet était à 130/90, il était toujours tachycarde. Une échographie cardiaque qui ne montrait pas d'anomalie. Et sur la biologie, il y avait une petite élévation de la glycémie. L'hémoglobine glyquée était normale, sa créatinine est normale, son cholestérol est presque normal, les triglycérides un peu élevés, sa TSH est normale et sa microalbuminurie était à 2 mg par litre sur l'échantillon urinaire. Donc ce topo, c'est un topo pour animer un peu la discussion et pour dire que finalement, quand on voit l'évolution de la pression systolique et diastolique au fur de l'âge, on remarque que la systolique et la diastolique s'embassent à un âge jeune, mais que la diastolique va culminer dans la période entre 40 et 60 ans. C'est là où la diastolique va devenir la plus importante avec une envolée de la systolique en parallèle.
c'est au moment où il y a une rigidité artérielle qu'on va voir à partir de l'âge de 65 ans cette diastolique baisser et la différentielle qui va se creuser, qui est un élément pronostic qu'on connaît tous. Alors, j'ai eu cette étude chinoise qui est extraordinaire, en fait, dans le détail, mais je vais juste retenir la conclusion de cette étude chinoise qui a étudié la pression, l'hypertension artérielle diastolique isolée, quels en sont les facteurs de risque et les gens d'une province de Anhui. Alors, c'est une publication de 2015 et il ressort de cette étude que les facteurs de risque de l'hypertension artérielle diastolique sont non pas fumer, mais boire du thé. Le café également n'est pas lié. Le tabac est protecteur. L'histoire familiale, en fait, contre l'hypertension artérielle. Les gens métaboliques avec des triglycérides élevés ou du HDL bas ou une tendance à une intolérance aux hydrates de carbone ou les gens qui sont obèses, donc les gens métaboliques. Ça, c'est les facteurs prédominants dans la population chinoise et on va voir ce que ça donne chez les Américains. Alors, si je reviens à mon patient Mohamed Ali et que je vous demande qu'est-ce qu'on va demander chez lui, je pense que beaucoup de gens vont dire je vais rechercher une HTA masquée, je vais peut-être confirmer mon hypertension diastolique et que probablement une indication de holter tensionnel serait une bonne indication. Alors, autant pour l'HTA masquée, oui, si on suspecte un SAS ou une HTA méconnue, mais par contre, pour l'HTA diastolique, je vais essayer de vous convaincre que le holter tensionnel est un très mauvais choix. Pourquoi? Parce que le holter tensionnel, qu'est-ce qu'il fait? Il amplifie les petites oscillations en fait qu'on voit avec l'aiguille de notre tensiomètre et il l'amplifie avec un amplificateur. Ces micro-oscillations vont permettre de mesurer la tension artérielle. Et en fait, la mesure de la tension artérielle de la façon oscillométrique du holter étant précise pour mesurer uniquement la pression artérielle moyenne, qui est le maximum. Mais pour calculer la pression diastolique, eh ben, le holter est le moins fiable dans le calcul de la pression diastolique. Donc, cette méthode oscillométrique a un coefficient de corrélation avec les moyennes invasives de 0,9 pour la systolique, mais uniquement de 0,78 pour la diastolique. C'est dire que le holter tensionnel n'est pas le bon moyen pour confirmer une HTA diastolique isolée. Alors, quand on revient vers les recommandations de l'INEAS, qui sont les dernières recommandations qui ont été éditées ces jours-ci et qui ont été lancées par professeur Leila Abid quand elle était à la tête de la Société tunisienne de cardiologie avec l'INEAS, eh ben, il ressort de ces recommandations qu'il faudra, avant d'instaurer un traitement, calculer le risque cardiovasculaire du patient et on le calcule en prévention primaire et en l'occurrence chez notre patient par une charte qu'on appelle le globo-risque. Alors, et vous voyez que mon patient qui a 34 ans ne figure même pas à l'entrée de la charte et donc il est automatiquement à très faible risque, donc pas automatiquement candidat à une thérapie. On va attendre 6 mois avant d'instaurer une thérapie de mesure hygiénodiététique avant de conclure. Il faudra dire que au début des années 2000, nous avons eu un regain d'intérêt avec la pression diastolique, essentiellement avec une étude HOT. Alors l'étude HOT, c'était une étude qui a colligé près de 20 000 patients et cette étude avait pour objectif de comparer 3 objectifs, mais diastoliques de tension artérielle, les 90, les 85 et les 80 mm de mercure. Et dans cette étude, surtout chez le diabétique, il a été trouvé que la pression diastolique était un excellent marqueur de l'hypertension et des complications cardiovasculaires chez le patient diabétique et que nous avions une baisse de 48% des événements cardiovasculaires chez le patient diabétique de 90 à 80 mm de mercure. Eh bien, si vous vous rappelez, nous avons eu les anciennes recommandations de l'ESC et de l'ESH qui disaient qu'il faut mettre tout le monde à moins de 14,9, sauf chez le diabétique, c'était à 14,85 mm de mercure et le 85, on le devait justement à cette étude HOT qui avait montré que chez le diabétique, il faudra justement baisser la tension davantage et on va voir que les recommandations quand même se sont rétractées sur les 85 mm de mercure. Maintenant, quand on veut étudier la pression artérielle diastolique isolée et quand on voit les situations particulières qu'on avait, par exemple, dans les recommandations de 2013 de la Société européenne de cardiologie, eh ben, on retrouve l'hypertension systolique isolée du sujet âgé, mais en aucun moment, cette histoire d'hypertension artérielle diastolique isolée ne figure comme étant
indication d'une thérapeutique particulière et je reviendrai sur le pourquoi de la chose. Alors, pour un tout petit peu dynamiser le débat, je vais essayer de voir avec vous pourquoi certaines personnes font de l'hypertension artérielle diastolique isolée, en particulier notre patient. Et chez ce patient, tout à l'heure, Dr Kamoun, la néphrologue, avait utilisé la méthode impédancemétrie chez son patient et on va utiliser une méthode impédancemétrie chez notre patient pour avoir le profil hémodynamique parce que ce que l'on sait actuellement, c'est que l'hypertension n'est autre qu'une maladie hémodynamique et il faudra étudier les différents paramètres hémodynamiques tels qu'on le fait avec tous les diagnostics et notamment l'étude des résistances vasculaires systémiques, du débit cardiaque. Et il faut dire que nous disposons actuellement de l'impédancemétrie qui nous donne une excellente corrélation aux méthodes de Fick et à la thermodilution qui sont les méthodes invasives de calcul de débit cardiaque, sachant que ces coefficients de corrélation sont supérieurs à ce que donne l'échographie transthoracique. Alors il s'agit d'un électrocardiogramme quasiment où il y a 4 électrodes qu'on va poser sur le thorax du patient et on va mesurer 4 types de paramètres, des paramètres sur le flux sanguin et le débit, sur la qualité de la contractilité cardiaque, on n'a pas de fraction d'éjection et je rappelle que la fraction d'éjection c'est le plus mauvais marqueur de la contractilité cardiaque et nous avons énormément de marqueurs qui sont supérieurs à la fraction d'éjection qu'on n'a pas avec l'impédancemétrie, mais nous avons 2 autres facteurs qui sont importants et le plus important étant l'indice de ITER. Et puis nous avons une idée sur la volémie du patient tel que ça a été détaillé tout à l'heure sur le topo de néphrologie et surtout sur la compliance vasculaire et les résistances vasculaires systémiques. Donc, nous avons 4 familles de paramètres qui vont nous permettre de dire quel type d'hypertension existe chez notre patient. Et avec ce test, on va avoir en plus de l'électrocardiogramme classique, on fait une courbe qui ressemble à la courbe de pression au niveau du ventricule gauche où il y a une variation d'impédancemétrie et une onde de haut qui correspond un tout petit peu à la pression télédiastolique du ventricule gauche. Alors, je reviens au cas clinique. Donc, c'est le cas que j'avais avant de préparer ce topo. Ce patient qui avait une HTA diastolique, eh ben, regardez ce qui se passe au niveau de ses paramètres hémodynamiques. Alors, tout ce qui est au milieu ici, c'est normal. Tout ce qui est au-dessous, c'est pas bon. Et tout ce qui est au-dessus, c'est pas bon. Et donc, automatiquement, ce qui sort au-dessus de la normale, c'est un débit cardiaque de 9,88 mètres par minute, un index cardiaque de 4,5. Et ben, ce patient, il a un cœur d'éléphant qui est en train de battre énormément et de fournir un débit qui est au-delà de ses besoins à l'état de base. Regardez la contractilité cardiaque avec ce indice de ITER. C'est une hypercontractilité cardiaque et le cœur est en train de fournir un effort monstrueux. Regardez également ce qui se passe pour le travail du cœur gauche. Eh ben, son cœur, il est en train de travailler de façon, c'est un hyperdébit, c'est un hypertravail qui est inutile à l'état de base. Donc, l'hypertension artérielle diastolique chez ce patient est quasiment un hyperdébit qui n'est pas du tout justifié. Et regardez ce qui se passe pour les résistances vasculaires systémiques. Eh ben, c'est un patient jeune qui baisse ses résistances vasculaires systémiques et les compliances artérielles totales sont excellentes chez ce patient et dans une frange normale. Donc, c'est dire que si vous avez à traiter ce genre de patient, automatiquement, si on implique les guidelines, on va mettre le patient sous un vasodilatateur type IEC, par exemple, et en le mettant justement sous un vasodilatateur, nous allons baisser les pressions, les résistances vasculaires systémiques et nous allons avoir des patients qui ont une tension artérielle aux objectifs, mais qui ne vont pas arrêter de se plaindre et de vous dire « Docteur, je suis naze, je suis fatigué, je suis essoufflé », parce que finalement, nous avons artificiellement réglé la pression artérielle. Et si on prend les 6 déterminants de la pression artérielle avec la méthode invasive, vous voyez qu'il avait une pression de 135,88 mm de mercure au moment de l'examen. Et si on prend les 6 déterminants de la pression artérielle, eh ben, ce patient était en normovolémie. Le fait d'utiliser un diurétique l'aurait déshydraté, le patient ne serait pas bien. Donc, tout ce qui ressort chez ce patient, c'est qu'il avait une hyperchronotropie et un hyperdébit, donc il était en hyperactivité sympathique qui était génératrice de son problème d'hypertension diastolique. Alors, quand on voit également sa réponse cardiaque et le débit cardiaque, comment il évolue, quand on fait un test de levée de jambe,
eh ben, vous remarquerez qu'il y a une bonne adaptation et que ce patient répond très bien au test de levée de jambe et que nullement il n'a d'insuffisance cardiaque ou de problème de volémie inhérent. Donc, pour résumer cette situation, notre patient, il a une pression qui est augmentée à cause d'un hyperdébit, donc le cardiac output. Cet hyperdébit est la conséquence d'une fréquence cardiaque et d'un volume d'éjection systolique qui sont tous les deux augmentés. Et si vous voyez les raisons ou la raison principale qui est génératrice de ça, c'est essentiellement une raison neuro-hormonale et donc c'est une hypersécrétion d'adrénaline et de noradrénaline qui sont à l'origine justement de son problème d'hypertension artérielle diastolique. Il faut dire que le fait d'utiliser ce type de moyen permet d'augmenter de 70% le primo-traitement chez le patient. Donc, on a un bon choix et ce bon choix, il est initialement bien orienté avec une bonne tolérance. Et si vous voyez l'indication à utiliser chez ce patient, eh ben, c'est essentiellement une utilisation de bêta-bloquants qui permettent justement de rétablir le débit cardiaque et des bêta-bloquants qui sont bien entendu cardiosélectifs, qui vont agir sur uniquement le débit cardiaque et l'hyperactivité sympathique. Ce fut un temps où les laboratoires d'hypertension artérielle utilisaient justement des aiguilles qu'on implantait à côté du nerf poplité pour avoir un enregistrement des décharges de ce nerf qui correspondent à ce qu'on appelle l'activité sympathique du système sympathique qui est directement au niveau du ganglion sympathique et il ressort justement de cet enregistrement dans les laboratoires d'hypertension c'est que par rapport à une population contrôle, l'hypertendu a toujours une hyperactivité sympathique, mais c'est essentiellement les obèses, les patients avec un syndrome obstructif, les malades insuffisants cardiaques, les malades métaboliques et les malades avec insuffisance rénale qui ont le plus d'activité sympathique intrinsèque et qui est génératrice justement de ce problème. Alors, les dernières recommandations de la Société italienne d'hypertension le dit clairement, il faut abandonner ces méthodes invasives d'étude du système sympathique et qu'il faudra utiliser en clinique de routine l'impédance métrique cardiaque pour un assessment hémodynamique et un diagnostic précoce des maladies cardiovasculaires chez les patients hypertendus. Et vous voyez que c'est des recommandations de 2020 qui permettent de personnaliser le traitement et d'améliorer surtout la tolérance des traitements. Alors, quand on voit le registre nature HTN, eh ben, cette hyperactivité sympathique est loin d'être rare et elle touche à peu près 30% des patients qui ne sont pas aux objectifs, sauf uniquement les patients qui ont des événements vasculaires tels que les coronariens qui sont bien bêta-bloqués et on arrive dans ce cas précis à annuler l'hyperactivité sympathique. Alors, en pratique, ce qui se passe, c'est que chez un sujet jeune, eh ben, nous avons une aorte encore élastique. Il suffit d'imaginer qu'on va accélérer le rythme cardiaque pour garder la même élasticité et les mêmes résistances. Nous allons avoir une systole qui va démarrer précocement au niveau de l'aorte et nous allons avoir une diastolie qui va augmenter rien qu'à cause justement de ce chronotropisme accéléré et donc c'est une augmentation artificielle. Alors ce que l'on sait également, c'est que l'onde de réflexion quand elle vient chez des patients avec des artères très souples, la vitesse de l'onde de pouls étant ralentie, le plus gros de l'onde de réflexion va se faire en diastole et on va avoir une pression diastolique augmentée qui va faire que physiologiquement la pression diastolique est élevée chez le sujet jeune, plus les artères sont élastiques, et ben plus cette diastolique va augmenter, plus cette différentielle va être pincée, alors que chez un sujet âgé, au contraire, la réflexion va se faire très tôt chez un sujet âgé à cause de la rigidité artérielle et nous allons avoir une augmentation plutôt systolique que diastolique de la pression. Donc, c'est cette compliance artérielle à laquelle on peut imaginer une augmentation des résistances systémiques de façon occasionnelle va augmenter cette onde réfléchie et auquel cas le bêta-bloquant probablement ne sera pas à lui seul suffisant et que l'adjonction d'un médicament qui est vasodilatateur périphérique sera utile, en l'occurrence un inhibiteur calcique. Alors quand on revient aux recommandations, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a pas justement de rubrique hypertension diastolique isolée, mais par contre,
pour appliquer les recommandations, on ne va pas faire de bithérapie initiale chez ces sujets parce qu'on le sait, le mécanisme essentiel, et c'est dit, le bêta-bloquant est à considérer à quelle que soit l'étape quand le mécanisme est en rapport avec une hyperactivité adrénergique, notamment chez les patients avec insuffisance cardiaque, les patients coronariens, en post-infarctus, en cas de fibrillation ou chez la femme enceinte. Alors, pour conclure, en fait, cette histoire d'hypertension isolée diastolique a été également revisitée par nos amis américains parce que, vous le savez, nous avons quand même, avec l'ACC 2017, une nouvelle définition de l'hypertension avec un cutoff à la fois diastolique et systolique qui sont à la baisse, et le cutoff, il est à moins que 130-80 mm de mercure, alors que les anciennes recommandations du GNC7, c'était 140-90 mm de mercure. Quand on s'intéresse à la pression diastolique isolée, l'hypertension diastolique isolée, eh ben, vous remarquerez que c'était 1,3% du pool des patients hypertendus et que rien qu'en changeant la définition, nous avons quand même multiplié par 4 cette incidence d'hypertension artérielle diastolique isolée. Qui fait le plus? Je vous ai dit que c'est plutôt les sujets jeunes, c'est la frange entre 45 et 54 ans qui est touchée par à peu près 12% avec la nouvelle définition et 2 à 3% avec l'ancienne définition. Et quand on se compare à l'étude chinoise de tout à l'heure où le T et les syndromes métaboliques étaient en fait à l'origine de la chose et que le tabac n'y était pas, eh ben on retient pratiquement la même chose avec nos amis américains. C'est plutôt des sujets jeunes, plutôt de sexe masculin, plutôt blanc que sujet de couleur, car les sujets de couleur sont réputés par avoir une rigidité artérielle, les sujets qui ont une pression pulsée pincée, donc qui sont jeunes, et surtout les sujets qui n'ont jamais fumé ou qui ont arrêté de fumer, qui ont tendance à avoir justement cette histoire d'HTA diastolique, c'est dire que le tabac est un facteur rigidifiant de l'artère, et du coup le tabac va baisser la diastolique parce qu'un des marqueurs de la rigidité de l'artère, c'est plutôt une différentielle. Mais quand on s'intéresse au pronostic, eh ben, vous allez remarquer que le pronostic de l'hypertension artérielle diastolique par rapport à la population témoin est quasiment inchangé et que l'HTA diastolique est réputé plutôt de bon pronostic à l'encontre de ce qui a été enseigné dans les années 70 et 80 et que ce n'est nullement l'HTA diastolique et on le retrouve même dans les essais, dans cette étude justement de 2000 avec la nouvelle définition, l'HTA diastolique avec l'ancienne ou avec la nouvelle définition n'est pas un fort marqueur de risque. Et d'ailleurs, si on revient sur ce que je vous ai montré sur les recommandations du début, eh ben, l'hypertension diastolique, je vous ai montré que la pression diastolique était un marqueur de risque, mais en fait, quand on ignore la systolique qui l'accompagne, dès qu'on se fixe une systolique donnée, et qu'on fait augmenter la diastolique, donc on fait pincer la différentielle, eh ben vous regarderez que le risque, en fait, il baisse chez le patient qui a une HTA diastolique isolée. Et donc, l'hypertension diastolique est un marqueur de souplesse artérielle plutôt que de rigidité artérielle, est un marqueur également d'hyperactivité sympathique. Quand on est attelé à traiter le bêta-bloquant, ça marche très bien. Quand ils ne répondent pas, on peut associer un vasodilatateur quand les résistances sont élevées. Mais à vrai dire, le meilleur bêta-bloquant de ces patients, ce n'est pas le traitement, mais plutôt une activité physique qui va permettre justement de vaincre cette hyperadrénergie et de créer une accoutumance. Donc, pour conclure, les pressions artérielles systoliques et pulsées restent au jour d'aujourd'hui les déterminants majeurs du pronostic cardiovasculaire. L'HTA diastolique isolée représente pratiquement 2% des hypertendus avec l'ancienne définition, mais c'est surtout des sujets jeunes. Le mécanisme essentiel étant une hyperactivité sympathique qui est adrénaline et noradrénaline dépendante. Le pronostic est bon. Les mesures hygiénodétiques suffisent souvent et quand c'est nécessaire, c'est plutôt un bêta-bloquant cardiosélectif pour contrecarrer l'hyperdébit qui en reste le mécanisme essentiel. Et je vous remercie pour votre patience et pour votre intérêt. Merci beaucoup, Cicel. Merci beaucoup. Donc, c'était un Shafran Fatr très copieux. Hein. Donc, je vous assure. On vous remercie énormément pour cette extraordinaire présentation.
cette très belle dissection qui a traité la question de l'HTA, hypertension artérielle diastolique. En fait, il n'y a pas de questions. Je vais profiter de l'occasion et essayer de poser une ou deux questions à Sissel, permettez. Sissel, concernant l'hyperactivité sympathique et la résistance vasculaire systémique de façon générale. Est-ce que ce patient qui a une hypertension artérielle en rapport avec une hyperactivité sympathique, est-ce qu'il va évoluer progressivement vers la résistance vasculaire systémique, ou bien il y a des formes où on a à la fois une hyperactivité et une résistance vasculaire élevée? Alors, c'est une excellente question. Alors, tout dépend justement du niveau d'hyperactivité sympathique et comment elle se fait. Alors, on le sait, il y a des gens qui sont adrénergiques, et c'est essentiellement les surrénales qui rentrent en ligne de compte. Et vous savez que 80% des sécrétions des surrénales, c'est de l'adrénaline, et que l'adrénaline a une affinité plutôt bêta que alpha. Et donc, on va avoir une activité plutôt d'hyperdébit cardiaque, mais très peu d'augmentation des résistances vasculaires, voire une vasodilatation dans les zones où il y a du bêta 2. Par contre, les gens qui sentent, je dirais, plutôt à activité hypersympathique, mais neurologique. Donc, c'est plutôt les terminaisons nerveuses qui vont sécréter, c'est les hyperstress. Eh bien, qu'est-ce qui se passe en pratique? Vous savez que les terminaisons nerveuses sentent uniquement à noradrénaline. Il n'y a pas d'adrénaline. Et que la noradrénaline a une affinité plutôt alpha 1 que bêta. Et donc, ces gens vont avoir tendance à avoir une augmentation de la vasoconstriction. Pour être un peu simpliste en physiologie, si vous lui faites une blague, eh ben, les joues vont devenir très rouges parce qu'il a un effet vasodilatateur de l'adrénaline. Mais par contre, il est tachycarde en même temps et il fait de l'hypersudation. Mais vous prenez la même personne ou tafjaha de façon brutale, eh ben, elle va devenir blême et pâle. Pourquoi? Parce que ça, c'est un stress extrême où le système nerveux intervient et vous allez avoir uniquement de la noradrénaline dans la terminaison nerveuse où il n'y a pas d'adrénaline. Et donc, du coup, on va avoir une vasoconstriction au niveau de leur visage et ils vont devenir très pâles et très blêmes. Donc, l'hyperactivité sympathique nerveuse, c'est vasoconstricteur. L'hyperactivité sympathique surrénalienne endocrinienne, c'est essentiellement vasodilatateur plus justement un hyperdébit. Donc, chez les patients qui ont une activité vasculaire, eh ben, nous avons quand même besoin d'augmenter justement, de baisser plutôt les résistances systémiques en posséder d'inhibiteurs calciques ou d'un alpha-bloqueur quand il le faut. Merci beaucoup, Sissel. Il y a quelques questions de la part des participants. Docteur Romli, donc, il a posé deux questions. Est-ce que le raisonnement thérapeutique concernant l'hypertension artérielle diastolique reste valable pour les sujets âgés? Et si c'était un diabétique, est-ce qu'on peut quand même prescrire un bêta-bloquant cardio-sélectif? Alors, c'est une excellente question. Eh ben, chez le sujet âgé, il y a très peu d'hypertension diastolique. Et quand il y en a, on est content parce que la différentielle est pincée et parce que les vaisseaux sont encore souples. Donc, il est quand même rare d'avoir une hypertension artérielle diastolique isolée du sujet âgé. Et le plus gros déterminant du risque, ça reste quand même sa pression diastolique et sa pression systolique. Maintenant, l'autre question, c'est quoi si Kaab? Alors, l'autre question, pour le diabétique, pour le sujet diabétique, est-ce qu'on peut quand même prescrire un bêta-bloquant cardio-sélectif? Alors, pour le sujet diabétique, il faut suivre les recommandations. Alors, le sujet diabétique, même pré-hypertendu, on a tous tendance justement à prescrire une thérapeutique. Et je pense que la thérapeutique qu'il faut favoriser chez le diabétique, même s'il y a une hyperactivité sympathique, c'est plutôt un IEC parce qu'il y a quand même une triple action. L'IEC a un effet sympatholytique, c'est connu, a un effet sur le système rénine-angiotensin-aldostérone, il y a un effet également sur la tolérance à l'insuline, donc ils augmentent la tolérance à l'insuline. Et puis, ça corrige la dysfonction endothéliale. Donc, à vrai dire, chez le diabétique, je pense qu'il faudra rester IEC en première intention, même si le bêta-bloquant peut marcher, eh ben, ce n'est pas celui qui a le plus justement de bénéfices chez le diabétique. Dernière question, Sissel, de la part de professeur Leila Abid. Est-ce que l'exploration hémodynamique non invasive devrait faire partie dans la prise en charge de tout hypertendu dans notre pratique courante? Alors, en l'occurrence, ce patient, je l'ai fait pour la démonstration et pour justement disséquer le cas.
ce n'est nullement une indication à une exploration invasive parce que en regardant le profil du patient avec les items chinois, on sait que ce patient a un hyperdébit et on n'a nullement justement besoin de faire une étude hémodynamique. Moi, je pense que l'étude hémodynamique est utile dans 4 situations essentielles. La première situation, c'est l'HTA résistante par excellence pour savoir sur quel niveau on doit agir. Le deuxième niveau essentiel, chez certains patients où on ne sait pas s'ils mangent du sel, s'ils ne mangent pas du sel, est-ce que la volémie est bonne, s'il n'est pas bon, surtout quand on a justement un niveau de fonction rénale qui est limitrophe, je pense que c'est utile pour optimiser la thérapeutique et pour avoir une idée justement sur son niveau de volémie et si on peut justement le dépléter davantage ou pas. La troisième, c'est le patient hypertendu, mais surtout insuffisante cardiaque. C'est à ce moment-là, justement, qu'on a besoin d'augmenter le débit cardiaque et la contractilité et de baisser les résistances vasculaires systémiques. Et le fait de jongler avec l'association bêta-bloquant IEC diurétique et les nouveaux, justement, antidiabétiques et les nouveaux anti-insuffisance cardiaque, cette association avec de l'aldactone, cette association complexe de médicaments qui est génératrice de complications n'est pas bonne. Et puis, quatrième chose, les patients qui sont équilibrés et qui se plaignent du traitement. Alors, quand j'ai commencé à faire de l'impédance métrique cardiaque, j'ai remarqué que le patient a toujours raison et que finalement, ces patients étaient artificiellement équilibrés parce qu'on a trop baissé les résistances ou parce qu'on a trop baissé le débit cardiaque et que finalement, nous n'étions pas dans la bonne association et que finalement, on était dans un équilibre plutôt artificiel. Il suffit de rectifier le tir, la tolérance du médicament a été améliorée. Merci beaucoup, Sissel Abdeslam, merci pour tout.